Comment un animal de 500 kilos peut-il tenir en équilibre sur un seul orteil sans se briser les os? C'est une question biomécanique absolument fascinante, n'est-ce pas? Quand on y pense, un cheval au galop génère des forces d'impact colossales. Et toute cette énergie gigantesque est transférée à travers la jambe pour atterrir sur un seul et unique orteil. C'est presque un miracle de la nature. On a souvent tendance à considérer le sabot équin comme un simple bloc solide et inerte, une sorte de chaussure rigide. Mais la réalité est infiniment plus complexe. Le pied du cheval n'est absolument pas un morceau de bois sans vie, c'est une véritable merveille d'ingénierie, conçue pour absorber, distribuer et résister à des pressions immenses. Aujourd'hui, l'objectif de notre exploration, c'est de déconstruire cette merveille. On va s'intéresser de très près à ce sabot vivant. On va découvrir ensemble les structures internes capables de changer de forme au fil du temps et surtout les vastes réseaux vasculaires complètement cachés à l'intérieur du pied. C'est un monde ultra dynamique, fait d'une tuyauterie interne et d'une gestion de la pression qu'on ne soupçonne pas du tout de l'extérieur. Alors, voici notre feuille de route en 5 étapes pour décrypter tout ça. On commencera par plonger à l'intérieur de la phalange distale, ensuite on passera à l'anatomie de l'os naviculaire, on détaillera le mécanisme de la surface fléchisseuse, on abordera le fascinant remodelage osseux adaptatif et on terminera par les origines de la fameuse maladie naviculaire. Allez, première étape, à l'intérieur de la phalange distale. On commence par la base absolue, la phalange distale. C'est l'os le plus bas de la jambe, celui qui est complètement enfermé dans la capsule du sabot. Et comme on le disait, ce n'est pas un morceau de roche stérile, mais un organe vivant qui respire et qui est hautement vascularisé. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, posons un terme technique clé, les foramens. En observant cet os, on remarque qu'il est perforé de multiples trous. Eh bien, ce ne sont pas des défauts, ce sont des foramens. Il s'agit de véritables petits tunnels, des canaux creusés directement à l'intérieur de l'os pour servir de passage sécurisé à un réseau sanguin majeur qu'on appelle l'arcade terminale. Et la comparaison est bluffante. D'un côté, si on prend l'os nu de la phalange distale, il a l'air extrêmement poreux et presque fragile avec tous ses trous. Mais de l'autre côté, en regardant un spécimen où les vaisseaux ont été injectés avec de l'acrylique rouge, le contraste est saisissant. Les pores qui semblaient vides sont en fait les logements ultra précis d'un réseau de plomberie massif et très complexe. C'est simple, il y a une artère et une veine dans presque chaque petit canal. Si on creuse littéralement sous la surface, pour excaver le cortex palmaire de l'os, on découvre la forme du canal principal caché à l'intérieur. C'est de l'ingénierie parfaite. L'os cortical extérieur, qui est dur et très résistant, agit comme un véritable boîtier de protection blindé pour abriter l'architecture vasculaire vitale de l'arcade terminale, logée en toute sécurité dans ce canal en forme de U. Et l'importance de ce réseau sanguin caché ne doit surtout pas être sous-estimée. Ce n'est pas juste là pour faire joli. Ce vaste réseau d'artères et de veines forme un système dynamique qui approvisionne directement le chorion lamellaire. En clair, c'est le tissu nourricier essentiel qui maintient la connexion vitale entre le sabot et l'os. Sans lui, tout le système s'effondre. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, l'anatomie de l'os naviculaire. Maintenant qu'on a vu comment la phalange distale abrite un système sanguin sous haute protection, déplaçons notre attention vers le véritable point de pivot biomécanique du pied, l'os naviculaire, aussi appelé os sésamoïde distal. Pour comprendre comment ce système gère des pressions colossales en plein mouvement, on doit d'abord localiser une structure hypercritique qu'on appelle la bourse naviculaire. Imaginons un coussinet hydraulique. C'est un espace très étroit, rempli des liquides, stratégiquement placé entre l'os naviculaire et un énorme tendon qui passe juste derrière. C'est très exactement là que la friction et les forces biomécaniques massives sont absorbées. Une coupe sagittale permet de voir exactement comment tout ça s'emboîte. Sur la partie avant, on a l'articulation interphalangienne distale, qu'on appelle souvent l'articulation du cercueil. Les surfaces de l'os naviculaire, en contact avec cette articulation, sont tapissées de cartilage hyaline. On a donc affaire à une véritable articulation synoviale. Mais juste à l'arrière, on observe cette relation extrêmement étroite où le tendon doit glisser le long de l'os naviculaire à chaque foulée du cheval. Prenons une petite seconde pour décoder les abréviations qu'on croise souvent ici. C'est essentiel pour bien cartographier comment tout est relié sous le capot. DP, c'est notre phalange distale. DFT, c'est le fameux grand tendon fléchisseur profond qui tire sur l'ensemble du mécanisme. DNL représente le ligament naviculaire distal qui ancre le bas de l'os naviculaire. Et NSL, c'est le ligament suspenseur naviculaire qui maintient l'os par le haut. Ce sont en quelque sorte les haubans qui maintiennent l'ensemble du système en parfait équilibre et sous tension. Troisième partie, le mécanisme de la surface fléchisseuse. Concentrons-nous maintenant spécifiquement sur cette surface située à l'arrière de l'os. La zone hautement spécialisée où le tendon fléchisseur profond vient s'appuyer et glisser sous une pression phénoménale.
Ce qui est fascinant ici, c'est qu'en ouvrant la bourse naviculaire et en rabattant le tendon vers le bas, on découvre une surface parfaitement lisse et brillante sur l'os. C'est du fibrocartilage. Et contrairement à l'avant de l'os, ce n'est pas une véritable surface articulaire classique, mais bien un mécanisme spécialisé de réduction de la friction. C'est conçu exprès pour qu'un câble massif sous tension puisse glisser dessus des milliers de fois sans s'effilocher. Mais attention, même l'ingénierie la plus parfaite a son point faible sous l'accumulation du stress. Sur cette belle surface de glissement, il y a une ligne médiane, une légère bosse qu'on appelle l'arête sagittale. Et les données cliniques nous le montrent bien, c'est un point critique. C'est très exactement là que la vulnérabilité structurelle commence, lorsque la charge devient tout simplement trop importante à encaisser. Les toutes premières lésions apparaissent généralement sur cette arête ou sur le bord palmaire. Ce qui nous mène directement à notre 4e point, le remodélage osseux adaptatif. Il faut bien se mettre en tête que l'anatomie n'est pas figée. Le squelette du cheval se transforme physiquement en temps réel en réponse à l'entraînement athlétique. L'os est un tissu bel et bien vivant, il réagit de manière hyperactive aux forces qui agissent sur lui. Si une zone, comme la surface fléchisseuse de l'os naviculaire, doit supporter un stress majeur, le corps va littéralement déposer de nouvelles couches d'os pour renforcer cette zone au fil des mois. Son architecture interne est entièrement dictée par les exigences physiques du quotidien. Et des radiographies de sections d'os naviculaires nous offrent un contraste visuel magistral pour comprendre ça. On a l'anatomie extérieure lisse et brillante qu'on a déjà vue, et en opposition, les incroyables changements structurels qui se produisent à l'intérieur. On peut clairement observer de minuscules lignes blanches à l'intérieur de l'os. On les appelle des travées, et elles ne sont pas disposées au hasard. Elles s'organisent et se renforcent sur des mois d'entraînement pour soutenir l'effort comme une véritable charpente. Le point crucial, c'est de bien observer l'évolution de cette architecture. Si on prend un jeune cheval de 2 ans non entraîné, ces fameuses travées internes forment un réseau lâche, presque comme un maillage délicat. Mais regardons un pur sang mature au travail. C'est une autre histoire. Les 2/3 de la surface fléchisseuse sont devenus densément calcifiés et bien plus épais. Le maillage lâche a complètement disparu. Il est remplacé par de solides colonnes structurelles qui agissent comme de véritables piliers en béton armé, conçus pour supporter un poids colossal. On arrive enfin à notre 5e et dernière partie, les origines de la maladie naviculaire. Alors que se passe-t-il lorsque cette formidable capacité d'adaptation rencontre une limite mécanique absolue ? C'est là qu'on aborde les conséquences les plus fâcheuses. La maladie naviguaire n'est pas un événement aléatoire ni une simple usure due à l'âge, c'est une défaillance structurelle implacable due à un stress biomécanique tout simplement écrasant. Ça survient quand la charge sur la surface fléchissante devient excessive et surtout quand les travées internes, nos piliers osseux, n'arrivent plus à se remodeler assez vite pour faire face à la demande. Le résultat, c'est une dégénérescence pathologique du cartilage de surface et l'apparition inévitable de lésions destructrices. Ce qui nous laisse avec une réflexion finale des plus profondes. On a vu à quel point le pied du cheval est une structure vivante, adaptable et brillamment organisée, capable de construire ses propres renforts internes pour devenir plus forte. Mais voilà, il y a un équilibre extraordinairement fragile entre le conditionnement athlétique progressif et les limites physiques absolues de l'animal. Si l'os est vivant, à quel moment précis le renforcement de ces structures cède-t-il la place à une défaillance irréversible ? Où franchit-on la ligne entre une merveilleuse adaptation biomécanique et une rupture pathologique ? C'est sur cette ligne très fine que la médecine vétérinaire et la biomécanique équine travaillent sans relâche à comprendre.